Il y a des choses auxquelles les humains ne sont pas faits pour survivre. Je parle d'événements totalement effrayants, comme conduire sa voiture du haut d'une falaise, être avalé par une baleine ou tomber dans un barrage mortel. Quelqu'un d'autre a l'estomac qui fait des sauts périlleux en ce moment? Bien sûr, des accidents bizarres se produisent tout le temps, mais il y a des gens parmi nous qui réussissent à déjouer les pronostics et à vivre pour raconter leur histoire. Alors, sans plus attendre, voici quelques-unes des personnes les plus chanceuses qui ont survécu à l'impossible. Margaret Dwyer. Margaret Dwyer était une ressortissante britannique de la ville de Saskatoon dans le Saskatchewan au Canada. Elle n'a que 26 ans lorsqu'elle épouse le révérend Herbert Dwyer le 15 avril 1915. Moins d'un mois plus tard, le couple monte à bord du RMS Lusitania à New York, à destination de Liverpool. Mais Margaret était loin de se douter qu'elle allait être la vedette de l'une des histoires de survie les plus étranges de tous les temps. Le 7 mai, 6 jours seulement après avoir quitté le port, le grand paquebot est torpillé par un sous-marin allemand alors que Margaret et Herbert sont en train de dîner. Peu de temps après l'impact, les lumières s'éteignent et une panique générale s'installe alors que le bateau commence à pencher fortement à tribord. Herbert escorte Margaret jusqu'à un canot de sauvetage et l'aide à y monter avec 3 autres femmes et un bébé. Mais ce qu'Herbert ne réalise pas, c'est qu'en levant les yeux, Margaret pense que les cheminées du bateau vont tomber sur le canot de sauvetage et remonte rapidement sur le pont. Entre-temps, Herbert a sauté dans un autre bateau et a commencé à ramer. Mais lorsque le pont sur lequel Margaret se tenait a glissé sous l'eau, elle a désespérément essayé de s'éloigner du navire qui coulait rapidement. Malheureusement, elle n'est pas allée bien loin avant d'être aspirée dans un violent tourbillon et de tomber dans l'entonnoir de l'une des cheminées avec 2 autres hommes. Cela devait signifier la fin de Margaret, mais Dame Chance a eu d'autres idées en tête. Par miracle, une explosion dans la chaufferie située juste en dessous de la cheminée a soufflé Margaret hors de l'entonnoir et l'a ramenée à la surface. Margaret a été sauvée par un bateau de sauvetage à proximité et a rapidement repéré son mari qui pleurait sa perte sur un autre bateau à proximité. Au début, il n'a même pas reconnu Margaret, tellement elle était couverte de suie. Lorsqu'ils se sont enfin retrouvés, Margaret s'est calmée et a dit « Peu importe, nous avons perdu ces horribles cadeaux de mariage. » Elle devait être une sacrée femme pour avoir encore le sens de l'humour après avoir été virée d'un navire en train de couler. Tous à bord du RMS, truc de fou. C'est un navire qui ne coulera jamais parce qu'il est propulsé par du contenu intéressant, bien sûr. Si vous voulez devenir un passager à plein temps, appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner. Vous serez même récompensé en recevant chaque jour de superbes vidéos dans votre feed. Maintenant, mettons les voiles et découvrons d'autres histoires de survie étonnantes. Beck Withers. L'ascension du mont Everest est un exploit notoirement difficile. Des milliers d'alpinistes ont réussi à atteindre l'imposant sommet de 8848 mètres, mais plus de 300 autres ont perdu la vie en essayant de le faire. Même s'ils utilisent de l'oxygène en bouteille, les alpinistes peuvent ressentir de la fatigue, des nausées, des vomissements et d'autres problèmes comme l'hypothermie et les engelures pendant l'ascension. Mais en 96, Beck Withers, 49 ans, un pathologiste texan armé de toute la confiance d'une crise d'une quarantaine, a décidé de relever le défi. Le 10 mai, lui et son équipe devaient atteindre le sommet de la montagne lorsque Withers a commencé à perdre la vue à environ 8534 mètres. En effet, il avait subi une opération de la cornée peu de temps avant de tenter l'ascension, et la haute altitude l'avait rendu à moitié aveugle. Le guide a décidé de poursuivre l'ascension des groupes, promettant de revenir chercher Withers à la descente. Bien que des alpinistes de passage aient proposé de l'aider à revenir, Withers a refusé et a décidé d'attendre. Ah, et est-ce que j'ai mentionné que cette zone est sinistrement connue sous le nom de Death Zone, la zone de la mort, car elle est jonchée de corps gelés et momifiés d'autres alpinistes ayant échoué. Au bout d'un certain moment, le vent s'est levé, et un dangereux blizzard s'est abattu, faisant chuter les températures à un insondable 68 degrés Celsius au-dessous de zéro. Withers a décidé alors d'entamer une remontée seul, mais il s'embourbait dans la tempête. Lorsque les secours sont arrivés, il était trop tard. Il était dérangé par l'hypothermie et le manque d'oxygène, et son bras droit était complètement gelé. À ce moment-là, le guide a pris la difficile décision de laisser Withers derrière lui. Le lendemain, les médecins sont venus l'examiner. Ils ont retiré la glace de son visage et lui ont annoncé qu'il n'était qu'une victime de plus sur la tristement célèbre zone de la mort. Mais dans une tournure hollywoodienne, il s'est réveillé plus tard de son coma. Se retrouvant couvert de neige, il s'est levé et est reparti en direction du camp. Lorsqu'il est arrivé, on peut supposer que les autres alpinistes l'ont probablement pris pour l'un des marcheurs blancs de Game of Thrones.
Withers a été héliporté et emmené à Katmandou, où il a perdu son bras droit à partir du coude ainsi que son nez. Malgré cette épreuve, Withers s'est complètement rétabli, et il est devenu conférencier motivateur. Avec un peu de chance, il s'est également adonné à un passe-temps bien moins mortel que l'escalade, comme le point de croix ou un truc dans le genre. Joe Simpson. L'histoire de ces deux alpinistes britanniques ressemble à du folklore. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit devenue un best-seller, un documentaire et un spectacle de théâtre britannique intitulé Touching the Void. Au printemps 1985, Joe Simpson, 25 ans, et Simon Yates, 21 ans, sont devenus les premières personnes à escalader la face ouest de la montagne Ciula Grande dans les Andes péruviennes, qui s'élève à plus de 6400 mètres d'altitude, juste pour info. Mais ce qui aurait dû être un moment de célébration totale s'est rapidement transformé en un moment de terreur et presque de tragédie. Alors que le duo effectuait la redescente, Simpson est tombé dans une falaise de glace, se cassant la jambe droite. À la tombée de la nuit, et alors qu'une tempête se rapprochait rapidement, les deux hommes ont été contraints de continuer dans l'obscurité, sans moyen de communication et avec près de 46 mètres de corde qui les séparaient. Tout en luttant contre le blizzard, les avalanches et les gelures, Yates a choisi d'essayer de descendre Simpson par la corde, sur 91 mètres en une seule fois. Il l'avait déjà descendu de quelques 914 mètres au-dessus du précipice glacé, lorsque la calotte de neige qu'il utilisait comme levier a commencé à s'effondrer. Soudain, Yates s'est confronté à une décision impossible. Il ne pouvait ni voir ni entendre Simpson, mais il savait qu'ils allaient tous les deux mourir s'ils continuaient à s'accrocher. Alors Yates a pris un couteau, a coupé la corde et a envoyé son compagnon d'escalade dans une tombe précoce, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Vous voyez, Simpson était déjà tombé de 30 mètres dans une caverne de neige et de glace en dessous. Il était sûr d'être fichu, mais il a réussi à rassembler la force de ramper sur un immense trajet de 10 km pour revenir au camp de base. 3 jours plus tard, Simpson est arrivé juste à temps pour retrouver Yates, qui était en train de faire ses bagages pour partir. Fait encore plus remarquable, Simpson n'a manifesté aucune amertume à l'égard de Yates et a même déclaré au fil des ans qu'il était certain qu'il aurait pris la même décision si les rôles avaient été inversés. Quelle classe! La question à $1 million est la suivante. Couperiez-vous la corde pour vous sauver la vie si cela signifiait sacrifier un ami? Dites-moi comment vous pensez que vous feriez face à un tel dilemme moral dans les commentaires ci-dessous. Je suis vraiment curieux. Bon, où est-ce qu'on en était? Angela Hernandez. Cette histoire ressemble à l'un des cauchemars que vous faites lorsque votre corps vous réveille en sursaut avec une véritable terreur. Tout a commencé le 6 juillet 2018, alors qu'Angela Hernandez conduisait sa Jeep blanche de 2011 dans la région de Big Sur en direction de la Californie du Sud. Soudain, Hernandez a repéré un petit animal sur la route devant elle et a fait une embardée pour le manquer. Mais cet acte de compassion allait lui coûter très cher. La voiture d'Angela a dévié au bord d'une falaise, plongeant 60 mètres plus bas, là où l'océan rencontre une plage rocheuse complètement isolée de la route. Lorsqu'Angela a ouvert les yeux, elle était toujours dans sa voiture et elle pouvait sentir l'eau monter au-dessus de ses genoux. Bien que tous les os de son corps lui faisaient mal, elle a pu retirer sa ceinture de sécurité et utiliser un outil qu'elle gardait près de son siège pour briser la vitre côté conducteur. Elle a ensuite sauté dans l'eau et nagé jusqu'à la rive où elle s'est de nouveau évanouie. Quand elle s'est réveillée, il faisait encore jour. En regardant ce qui l'entourait, Hernandez ne voyait rien d'autre que des rochers, l'océan et la falaise au-dessus d'elle et sa voiture, à moitié lavée sur les rivages avec le toit arraché. Elle n'avait pas de chaussures et son jean était déchiré en lambeaux. Alors qu'elle prenait conscience de sa triste réalité, Hernandez parcourut le rivage, brûlé par le soleil, déshydraté et criant à l'aide. Mais personne sur la route ne l'entendait. En haut, les autorités recherchaient Hernandez, qui avait été portée disparue alors qu'elle voyageait de l'Oregon à la Californie. Mais il faudra attendre 7 jours entiers pour que son calvaire prenne fin. Pendant ce temps, Hernandez utilisait un tuyau de sa voiture pour récupérer l'eau qui s'écoulait de la mousse sur les rochers. Aussi, lorsque Chad et Chelsea Moore ont récupéré un pare-choc de voiture abandonné et ont suivi la piste des débris pour trouver les restes du véhicule accidenté, ils ont su qu'il se passait quelque chose. En remontant la plage, le couple a trouvé Hernandez caché dans les rochers et a appelé les secours. Elle souffrait d'une hémorragie cérébrale, de 4 côtes cassées et d'une clavicule fracturée, d'un poumon affaissé et de vaisseaux sanguins éclatés au niveau des yeux, entre autres blessures. Mais au-delà de tout, elle était reconnaissante d'être une survivante. Diana Gies. Les accidents bizarres ne sont pas les seules choses que les humains sont capables de surmonter avec une chance remarquable. Demandez à Diana Gies.
À l'âge de 15 ans, Madame Guise assiste à la messe du dimanche dans son église locale à Fond du Lac dans le Wisconsin, lorsqu'une chauve-souris s'est mise à voler à l'intérieur. Après qu'un huissier l'ait assommée avec un livre de prière, Jenna, qui aime les animaux, l'a prise par les ailes et l'a portée au dehors. C'est alors qu'elle a planté ses crocs dans son doigt gauche. Vous vous dites sans doute, des gens ont survécu à des morsures de créatures bien plus redoutables. Mais ce n'est pas n'importe quelle vieille chauve-souris, c'était une chauve-souris enragée. Pour ceux qui ne le savent pas, la rage est une méchante maladie virale transmise par certains animaux qui peut tuer un humain en compromettant la capacité du cerveau à réguler la respiration, la salivation et le rythme cardiaque. Cette maladie est pratiquement mortelle à 100%. Heureusement, il existe un vaccin qui peut être administré pour stimuler les anticorps contre le virus. Le vaccin élimine les risques de contracter la maladie s'il est administré à l'avance ou plus couramment dans les quelques jours qui suivent l'exposition initiale. Il n'y avait qu'un seul petit problème, Giz n'avait pas reçu le vaccin. La morsure a été si rapide et si brève qu'elle a pensé qu'elle n'avait été qu'égratignée. De plus, ses camarades de l'église lui ont dit que seules les chauves-souris en bonne santé pouvaient voler, ce qui signifie qu'elle s'est crue en sécurité lorsque la chauve-souris s'est envolée ensuite. Mais 3 semaines plus tard, Jenna a remarqué que son doigt était un peu engourdi et picoté. Quelques jours plus tard, elle s'est sentie fatiguée et nauséeuse. 24 heures plus tard, elle voyait double et a été emmenée à l'hôpital, où elle est arrivée à moitié délirante en train de vomir. On a dit à ses parents qu'elle n'avait plus que quelques heures à vivre. Après tout, personne n'a jamais survécu à la rage sans vaccin auparavant. N'ayant pas d'autre choix, le docteur Rodney Willoughby a mis au point un traitement totalement impromptu. Il a plongé Giz dans un coma artificiel pour donner à son système immunitaire le temps de fabriquer des anticorps contre le virus. Une semaine plus tard, elle est lentement sortie du coma et est restée à l'hôpital pendant 11 semaines supplémentaires, au cours desquelles elle a pris 17 pilules par jour pour faciliter sa guérison. La réhabilitation complète a pris des mois, voire un an, mais les médecins ont depuis qualifié la survie de Giz d'historique. Au cours des années qui ont suivi, Giz a parlé ouvertement de son combat et espère que les médecins pourront améliorer le traitement expérimental afin que d'autres victimes aient les mêmes chances de survie. La morale de l'histoire ? Ne ramassez pas des chauves-souris les enfants, surtout si elles viennent d'être frappées par un livre de prière. Une baleine dans le temps. Le lundi 2 novembre 2020, les amis Liz Cottrell et Julie McSorley faisaient du kayak à Avia Beach en Californie, lorsque l'impensable s'est produit. Elles observaient des baleines se nourrir de poissons argentés à une distance d'environ 9 mètres, lorsqu'un grand bassin de poissons a émergé autour d'elles. McSorley a alors repéré une grande forme sombre qui surgissait d'en dessous, mais il était trop tard pour réagir avant que ceci n'arrive. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu le souffle coupé? C'est comme regarder un vrai Moby Dick. Sauf que cette fois, heureusement, il y a eu beaucoup moins de tragédies. On pourrait croire que Liz Cottrell et Julie McSorley ont été avalées par cette énorme baleine à bosse, mais les deux femmes s'en sont sorties indemnes. En sortant de l'eau, la baleine a soulevé les deux femmes et leur kayak dans les airs, avant de les rejeter au sol. Il est incroyable qu'un kayakiste qui se trouvait à proximité ait pu filmer l'événement, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que Madame McSorley était également en train de filmer à ce moment-là, et a filmé l'événement de son propre point de vue. Je sais pas pour vous, mais elle semble terriblement calme pour quelqu'un qui a failli être avalé par une baleine. Heureusement, la plupart des baleines, à l'exception du cachalot, ont une gorge trop petite pour avaler un gros mammifère de la taille d'un être humain, et il n'existe aucune trace d'un tel événement. En supposant que vous soyez avalé en un seul morceau, la baleine ne sera pas capable de vous mettre en pièces, car les baleines n'ont pas de dents, pour ainsi dire. Elles ont des fanons, recouverts de poils capables de filtrer le krill des milliers de litres d'eau que ces énormes créatures avalent d'un trait. Le plus grand danger serait d'être écrasé par le poids de la baleine, ou d'être entraîné dans une profondeur telle que les poumons subissent un serrement thoracique et s'effondrent complètement. Heureusement, ces dames n'ont perdu que leur clé de voiture et non leur vie. J'espère qu'elles ont appelé un taxi pour rentrer chez elles, car je ne serais pas pressé de monter sur un autre kayak. Lisa Mundy. Vous n'avez jamais eu ce sentiment de malaise en nageant dans l'océan, comme si vous étiez à quelques mètres d'un grand requin blanc à tout moment? Heureusement, ces craintes ne sont généralement dues qu'à votre cerveau qui vous joue des tours. En effet, selon l'International Wildlife Museum, les chances d'être attaqué et tué par un requin sont d'environ 1 sur 1,75 million.
Ses chances sont inférieures à celles de mourir d'un coup de foudre, d'un accident de feu d'artifice ou d'un froid excessif. Mais tout le monde n'est pas à l'abri. Demandez à Lisa Mondi. En mars 2011, Lisa, 24 ans, guide touristique de la faune sauvage, profitait d'une pause déjeuner ensoleillée pour faire du wakeboard avec ses amis, lorsqu'elle a raté un saut et que sa planche s'est détachée de ses pieds. Lisa a commencé à faire du surplace en attendant que le bateau fasse demi-tour pour la récupérer, lorsqu'un grand requin blanc a foncé droit vers elle depuis le fond. La créature l'a frappée si fort qu'elle a été projetée à environ 1 mètre de l'eau et que ses puissantes mâchoires se sont refermées autour de sa tête et de son bras. Le requin a traîné Lisa sous l'eau, mais il a perdu son emprise sur elle. Grâce à son gilet de sauvetage, elle a pu remonter à la surface. Lisa a ensuite été emmenée d'urgence à l'hôpital de Port Stephens, où les médecins craignaient de devoir amputer son bras gauche en raison de la perte de beaucoup de muscles et de l'artère brachiale, un important vaisseau sanguin. Miraculeusement, après avoir subi de nombreuses opérations, elle a pu quitter l'hôpital avec un bras lourdement bandé, mais surtout, toujours attaché à son corps. Encore plus remarquable, Lisa est retournée dans l'eau en février 2016 pour voir de plus près le prédateur qui a failli la tuer en faisant de la plongée en cage. Oh, et ai-je mentionné qu'elle a également explosé une performance de Strong du groupe britannique London Grammar sur X Factor Australie en 2015 ? Quelle survivante! Alcides Moreno. Si vous avez le vertige, le lavage de vitres n'est probablement le choix de carrière qui vous conviendrait. Mais Alcides Moreno et son frère Edgar n'avaient visiblement pas cette crainte, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur des immeubles de grande hauteur à Manhattan pendant des années. Jusqu'au jour fatidique de décembre 2007, où les risques évidents d'une telle carrière vertigineuse sont devenus une réalité terrifiante. Alors qu'ils nettoyaient les fenêtres de la Solo Tower, un immeuble d'habitation de l'Upper East Side situé au centre de Manhattan, les ancrages de la plateforme sur laquelle travaillaient les deux frères ont soudainement cédé, faisant chuter la plateforme et les deux frères de 47 étages, soit près de 152 mètres, dans une étroite ruelle située en contrebas. Ce type de chute aurait dû être fatal à n'importe qui, et Edgar a malheureusement perdu la vie dans l'accident. Mais alors que des témoins stupéfaits se précipitaient sur les lieux, ils ont été encore plus stupéfaits de trouver Alcides miraculeusement survivant, conscient et assis. Après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital où il a subi plusieurs procédures délicates et reçu environ 13,6 litres de sang et 10,7 litres de plasma, Alcides a été étonnamment capable de marcher et de parler à nouveau au mois de juin suivant. Mais comment a-t-il survécu à une telle chute ? Alcides a depuis fait référence à sa formation professionnelle pour l'expliquer. En effet, lui et ses collègues laveurs de vitres avaient reçu des instructions claires sur la manière de se protéger en cas de chute d'une grande hauteur. Il suffisait de s'allonger et de s'agripper fermement à la plateforme. Les médecins ont également noté qu'elle ne s'était pas cogné la tête ou brisé le bassin à l'atterrissage, deux facteurs susceptibles de provoquer des complications fatales lors d'une telle chute. Sans surprise, Alcides n'a pas pu reprendre son travail de laveur de vitres, mais il a reçu un dédommagement important après qu'il a révélé que l'entreprise d'échafaudage n'avait pas fixé la plateforme correctement. De plus, qui d'autre peut dire qu'il a survécu à une chute de 47 étages? Dites-moi. Un barrage désastreux. Le barrage de Monticello est une arche en béton de 93 mètres de haut située à Puta Creek, à l'endroit où le cours d'eau traverse la limite orientale du comté de Napa en Californie. Construit entre 1953 et 1967 pour former le lac Berryessa, il régule le débit du cours inférieur de la Puta tout en stockant les excédents d'eau. Mais son point culminant est de loin un magnifique déversoir connu sous le nom de, surprise surprise, Glory Hole matinal, qui agit comme un énorme entonnoir lorsque le niveau de l'eau dépasse 134 mètres. À la surface, l'évacuateur de crue mesure un énorme 22 mètres de large. L'excès d'eau tombe d'une hauteur monumentale de 61 mètres dans un puits qui se rétrécit à 9 mètres de diamètre, où il tourne à 90 degrés et se jette dans Puta Creek. Comme vous pouvez l'imaginer, tomber dans ce gouffre aquatique n'est pas quelque chose dont la plupart des gens sortiraient indemnes. Mais c'est précisément le scénario présenté dans les descriptions accompagnant une vidéo qui a fait le tour du web en novembre 2020. La description de la vidéo affirmait que les malheureux étaient tombés directement dans le barrage de Monticello en Californie. Après avoir été utilisé comme un tremplin humain, le clip s'interrompait juste avant que nous puissions voir leur sort. Mais je suis soulagé de vous dire qu'en réalité, cette chute terrifiante n'était pas tout à fait ce qu'elle prétendait être. En effet, malgré les affirmations de la vidéo, il ne s'agissait pas du barrage de Monticello, mais du bien moins dangereux barrage de Sapua en Inde,
qui est un endroit idéal pour le camping, le tourisme et la baignade. Le nom Sapoi se traduit par serpent, ce qui reflète la structure architecturale sinueuse de ce barrage en béton. Bien que l'angle de la caméra de la vidéo virale donne l'impression que l'homme est tombé vers une mort certaine, la réalité est qu'il n'est probablement tombé que de 5,5 mètres dans l'eau, ce qui n'est rien comparé aux 60 mètres qu'il aurait pu faire s'il avait vraiment été au barrage de Monticello en Californie. Si quelqu'un avait vraiment eu la malchance de tomber dans le déversoir de Monticello, après avoir été aspiré dans l'abîme, il aurait probablement été malmené par les parois du tunnel, voire noyé dans le courant turbulent. Bien qu'aucune blessure n'ait été signalée dans le cadre de la vidéo virale en provenance d'Inde, la chute de l'homme aurait pu mal tourner s'il avait eu la malchance de se cogner la tête contre la maçonnerie en béton du barrage. Ainsi, même si le clip viral n'est pas aussi terrifiant qu'il paraissait et que son sujet était sain et sauf, on peut dire que traîner près d'un quelconque barrage est une très mauvaise idée. Laquelle de ces incroyables histoires de survie vous a le plus choqué? Si vous n'avez pas été suffisamment terrifié, pourquoi ne pas visionner l'un des épisodes précédents de cette série? Rendez-vous à la prochaine vidéo et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.